Journée d'information à la médiathèque de Sion. Toutes ces jeunes femmes ont effectué des séjours linguistiques. Aujourd'hui, elles sont là pour en faire la promotion et répondre aux questions des étudiants intéressés. Alors, il y a des programmes qui sont de 2 semaines, ça va de 2 semaines à une année. On s'adapte vraiment par rapport à vos envies, à vos besoins. Et même dans la physique, on a quelque chose pour vous. Larissa a 19 ans. L'an passé, elle a vécu 11 mois aux États-Unis, près de Seattle, dans une famille. Une expérience inoubliable. J'avais déjà un petit niveau d'anglais, mais j'ai vraiment remarqué après quelques mois que ça venait tout seul et je commençais à penser en anglais ou comme ça, donc c'était beaucoup plus simple. Et maintenant, je vois aussi que je peux discuter avec des gens si je voyage ou comme ça beaucoup plus facilement. Larissa a opté pour un séjour avec YFU, une association qui propose des séjours dans des écoles locales et chez des familles non rémunérées. Objectif, que l'échange soit essentiellement culturel. Moi, j'ai eu un peu peur parce que j'arrive dans une famille, je ne connais pas, je dois vivre avec. Mais ils étaient vraiment très très gentils et ils m'ont vraiment fait me sentir chez moi dès les premiers jours. Un séjour linguistique, c'est une longue liste de premières fois pour les ados et leurs parents. Une première séparation longue durée, une première expérience d'autonomie, une première immersion dans une autre langue, une autre culture. Ça peut aussi devenir une première vraie galère, c'est ce qu'a vécu Lénie l'été passé. J'avais vraiment ce rêve de partir à l'étranger dans un pays anglophone, parce que j'étais jamais vraiment sortie de où j'habitais des environs. Et du coup, je voulais y aller pour 2 semaines pour approfondir mon anglais. Après beaucoup de recherches, on avait choisi Eastbourne, donc l'Angleterre avec du coup EF. Picoina, bonjour. Le bord de mer anglais pour contraster avec Crans-Montana où elle vit et la pizzeria familiale où elle travaille de temps en temps. 7 o'clock, let me see. Lénie, âgée alors de 15 ans, et ses parents décident donc de faire confiance à EF, le leader suisse et mondial des séjours linguistiques, et optent pour un logement en famille d'accueil. Je voulais vraiment pas être en résidence et me retrouver avec des francophones et me retrouver à parler français et rien apprendre, quoi. Sa maman est rassurée. Lénie logera durant 2 semaines dans une famille à Eastbourne avec au maximum une autre fille, non francophone. Elle paye 2 700 francs pour le logement et l'écolage. Mais la veille du départ, surprise, EF annonce que Lénie sera logée dans un hôtel au milieu d'une centaine d'étudiants. Alors déjà, ils nous ont dit « Ah non, mais vous inquiétez pas, c'est mieux, finalement ». Et ils nous ont dit qu'en fait, il y avait beaucoup de familles qui s'étaient désistées au dernier moment et qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils avaient dû mettre plusieurs étudiants justement dans un hôtel. Ouais. Enfin, 2 même. Il y avait 2 hôtels. Hein. Il y avait 2 hôtels, ouais. Donc, on a eu le plus délabré. C'est ça. C'est donc dans cet hôtel bien mal en point que Lénie passe ses 2 semaines d'immersion. Chacun ses goûts, quoi. Mais je veux dire, c'était de la moquette par terre qui avait vécu. On voyait les canapés, ils avaient vécu. Et quand on arrive en fait dans notre chambre, on nous dit que fermer, c'est pas possible de fermer la chambre. C'est pas possible de fermer la douche. Après, les lits, voilà quoi. Et c'est pas possible d'utiliser... les toilettes ne marchaient pas bien et la douche ne marchait pas, donc je devais aller me laver chez d'autres gens. Pour le soir, on avait les repas qui étaient proposés en bas à l'hôtel. Et donc c'était pas très très bon, quoi. C'était pas très très bien géré. Le matin aussi, c'était pas très bon. Si on se dépêchait pas, il y avait très vite plus rien. Cette chambre, Lénie va la partager avec 6 autres étudiantes de 13 à 17 ans, plusieurs Belges francophones. À l'école, c'est pareil, la moitié des étudiants parlent français. Sa maman, très fâchée, appelle alors les bureaux de EF en Suisse. Lénie nous dit qu'elle était qu'avec des francophones, donc nous, c'était pour qu'elle soit en immersion totale. Et puis pour qu'il enlève cet hôtel, voilà, je lui disais, elle peut pas se boucher, les toilettes ça fonctionne pas. Je leur ai envoyé les photos que Lénie m'avait envoyées. Et le dimanche d'après, la jeune fille m'a répondu comme quoi c'était OK, ils allaient la changer. Je suis d'accord. Le lendemain, ils n'ont pas changé. Et après, on ne répondait plus au téléphone. Doris de Senger a vu de ses yeux les 2 hôtels utilisés par EF à Eastbourne. Elle a accompagné son fils de 14 ans alors et 2 amis l'été passé, eux aussi en séjour linguistique. C'est des hôtels, mais ce ne sont pas des chambres d'hôtel, c'est-à-dire que ces chambres ne sont pas exploitées par l'hôtel. Elles sont impossibles à exploiter, en effet,
parce que personne, je pense, pourrait accepter, aucun adulte accepterait ou payerait pour ce genre de chambre insalubre. Les 3 garçons sont logés dans une chambre sous les toits dans cet autre hôtel. Un lit double et un lit de camp, dehors et dedans, c'est la canicule. Il n'y avait pas d'aération, ni dans la salle de bain, ni dans la chambre, et pas de ventilation, enfin, climatisation, n'en parlons même pas. Donc, on s'est dit, ça va pas. Et on a dû les déloger à nos frais pendant 2 nuits, jusqu'à ce qu'ils fassent un grand effort et qu'ils nous trouvent une vraie chambre d'hôtel qui était plus ou moins similaire, mais cette fois-ci avec une fenêtre qu'on pouvait entrouvrir. Le soir, les enfants sont tous réunis pour souper dans un autre hôtel, celui-là même où Lénie a séjourné. Aucun entretien, la saleté devant, en bas, les moquettes arrachées. On voyait qu'ils avaient arraché des choses pour voir si c'était en quasi-démolition. Une hygiène absente, mais totalement. Il y a des enfants qui étaient logés dans cet hôtel qui se sont plaints parce que nos enfants nous en parlaient. Ils ont dit, pendant 4 jours, on a demandé qu'ils nettoient les toilettes. Personne n'est jamais venu pendant tout le séjour. Même les activités, tout était bancal. L'organisation était bancale. Et puis, à part ce qui marche très bien, je répète, c'est le marketing, les brochures qu'ils nous envoient. Là, ils sont très forts, mais après, c'est vraiment très, très léger. Malgré les réclamations de ces 2 familles notamment, cet hôtel est toujours proposé sur le site internet de EF. Si on n'avait pas été là, mon sentiment est que les enfants n'auraient pas pu forcément se défendre tout seuls. Et puis il y en a plein qui ont dépensé beaucoup de moyens pour que leurs enfants soient juste contents de rentrer au bout de 2 semaines et qu'ils n'en aient pas réellement profité. Eastbourne et Brighton, 2 villes au sud de l'Angleterre qui vivent au rythme des séjours linguistiques. Cette ancienne professeure d'anglais vit toujours dans la région. Elle a enseigné dans diverses écoles de langue durant de nombreuses années. C'est une énorme industrie ici. Je n'avais pas réalisé cela avant de déménager depuis Londres. En été, ça commence à Pâques, juste avant Pâques. Il y a des foules de jeunes étudiants partout, de Pâques jusqu'en septembre. Et il y a tellement d'écoles de langue, partout. Les plus grandes, en surface, elles paraissent bien managées. Mais en dessous, c'est un peu le chaos, justement parce qu'elles sont trop grandes. Parmi ses moins bonnes expériences d'enseignante, Ruth pointe elle aussi EF. Elle y a travaillé durant 2 ans. Pour elle, le problème principal, ce n'est pas l'enseignement, mais la gestion des familles d'accueil. Ils étaient parfois désespérés de trouver des familles d'accueil. Ils avaient tellement d'étudiants qu'ils n'arrivaient pas à les loger. Ils étaient dans l'urgence. Ils essayaient de mettre des étudiants n'importe où ils pouvaient. Ça aurait été mieux s'ils avaient moins d'étudiants, mais ils semblaient ne jamais vouloir en refuser un seul. Si un problème survient lors d'un séjour linguistique, les parents peuvent s'adresser à l'ombudsman du tourisme basé à Zurich, qui fait office de médiateur. Il a compilé pour nous les doléances de l'an passé, 25 réclamations au total à l'encontre de EF, Boalingua, mais aussi Linguista. Première source de mécontentement, les séjours en famille d'accueil. La majorité des familles qui prennent des étudiantes ne le fait pas pour leur plaisir ou pour bien connaître des gens de l'étranger. Non, c'est surtout pour se créer un supplément revenu mensuel. Problème, le montant reversé aux familles d'accueil est souvent très faible. Ils ne reçoivent pas beaucoup de l'argent des écoles. Ils essaient toujours aussi à limiter un peu les frais. Et ça a beaucoup d'influence sur le service. Donc, probablement, la chambre n'est pas belle, le repas est terrible. Les jeunes Suisses sont adaptés à un style de vie assez élevé. Et on ne peut pas toujours dire « chez moi, c'est comme ça, et ici, c'est totalement différent ». C'est ça que quelquefois, je vois dans les réclamations. Pour Christelle, son rêve d'anglais à Hawaï a viré au cauchemar en raison de sa famille d'accueil. Un homme seul qui hébergeait 4 étudiantes,
un logeur qui était en déplacement lors de son arrivée sur l'île. Pendant une semaine, j'ai pas vu le propriétaire de la maison. Je l'ai rencontré seulement le dimanche suivant, donc je savais même pas chez qui je dormais, donc c'est vrai que c'était un peu étrange quand même. Et c'est vrai que on a eu des fois des matins où l'évier était plein de verre, ou à côté de la poubelle il y avait des choses non identifiables, on savait pas trop. Et quelques semaines après mon arrivée, il a décidé de prendre des chiots. Et les excréments n'étaient pas nettoyés. Et c'est ma collègue de chambre et moi-même qui nettoyons la maison parce que on mange, on fait nos devoirs dans les pièces communes. Et suite à ça, il y a de plus en plus de cafards qui sont arrivés. Donc ils étaient vraiment très très grands, pour dire. Et c'est vrai que je sais qu'on ne peut pas avoir le même standing qu'on a à la maison au niveau propreté, mais je pense qu'il y a quand même des efforts à faire sur certains trucs, quoi. Christelle est débutante en anglais et réalise sur place qu'il n'y a que des cours de niveau supérieur dans son école. Les classes n'ont pas assez de tables et de chaises pour tous les étudiants, mais le plus choquant est à venir. Un vendredi soir à 23h30, nous avons reçu un message sur notre groupe WhatsApp de la famille d'accueil qu'on devait quitter la maison sur le champ. Que ce monsieur avait déjà expulsé toutes ses étudiantes 6 mois auparavant. Donc il était déjà connu pour ça, mais l'école à Hawaï n'a rien fait. Et il a remis des étudiants, des étudiantes aussi. Et c'est vrai que le mois là où nous on s'est fait expulser, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont venus vers moi en me disant mais voilà, moi aussi j'ai dû partir de chez moi parce que le couple ou la personne nous a demandé de partir parce que voilà, ils nous supportaient plus. Christelle a dû être relogée en urgence à 2 heures de trajet de son école pour finalement exiger de changer de lieu de séjour. Elle a fini en Californie et garde un goût amer de cette expérience avec EF qui lui a coûté un peu plus de 13 000 francs pour 5 mois. Je pense qu'en fait, ils vendent les places et puis après, l'étudiant est livré à lui-même en fait. Parce que il n'y a pas de cadre en fait. J'ai trouvé qu'on était lâchés comme ça et puis excusez-moi du terme, mais démerdez-vous quoi. C'est un peu ça que j'ai ressenti en tout cas. Sur les réseaux sociaux, par contre, tout semble parfait. L'école, le logement, tout est splendide. C'est grâce à un marketing bien rodé et insistant, enjolivé par les étudiants eux-mêmes. EF leur propose par exemple de s'engager dans son programme EF Ambassadeur. Cassandra a accepté d'en faire partie lors de son séjour de 5 mois à Berlin l'an passé. Elle nous explique comment cela fonctionne, mais nous a demandé de ne pas être reconnue pour des raisons professionnelles. Il s'agit d'un programme où on peut poster des vidéos ou des photos sur Instagram ou sur TikTok par exemple, en taguant EF. Et en fait, ça nous rapporte des points. Alors avec ces points, on peut gagner donc plein de petits cadeaux. Des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, jusqu'au séjour gratuit et parfois même pour 2 personnes. Ces vidéos, on les reconnaît facilement. Tout est beau, tout est rose. C'est un peu édulcoré. Alors que des vidéos faites par des vraies personnes qui sont parties là-bas donneront certes les points positifs du voyage, mais n'hésiteront pas non plus à dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien passées, parce que dans un voyage linguistique, tout ne peut pas bien se passer, c'est pas possible. Cassandra, pas complètement satisfaite de son séjour à Berlin, décide de renoncer à poster de telles vidéos, mais elle est vite rappelée à l'ordre par une employée d'EF. Au début, elle me proposait des missions, justement, c'était de donner mes contacts à EF, que ce soit en leur envoyant directement le prénom et le numéro de téléphone, ou alors en les inscrivant à des concours EF. Et c'est vrai que la dernière mission qu'elle m'a proposée avant que je me retire du programme ambassadeur, c'était de mettre 4 ou 5 étoiles à EF, donc sur Google, avec un commentaire positif. Ça vous a choqué ? Oui, ça m'a beaucoup choquée et c'est d'ailleurs pour ça en grande partie que j'ai décidé de quitter le programme ambassadeur. L'importance de maîtriser plusieurs langues a dopé le business des séjours linguistiques avec les dérives que cela peut entraîner parfois lorsqu'il est question de gros sous. Bonsoir Valérie Demière. Bonsoir. Alors vous signez ces reportages. On a insisté auprès d'EF pour obtenir une réponse en interview. L'entreprise a refusé. Par contre, elle a répondu par écrit. Alors comment est-ce qu'elle justifie ce qu'on vient de voir ?
Eh bien, dans sa réponse, EF précise que la santé, la sécurité et la satisfaction, je cite, de milliers d'étudiants qui partent en séjour linguistique avec elle est sa priorité absolue. Elle estime que l'immense majorité, je cite encore, des étudiants et parents sont satisfaits des services proposés. EF ne conteste pas les problèmes évoqués dans notre reportage, mais estime qu'ils ne sont pas systémiques. Et puis, qu'est-ce qu'il en est du point précis de la sélection des familles d'accueil ? Eh bien, là aussi, EF certifie que des vérifications rigoureuses sont menées lors des sélections, tant en ce qui concerne les conditions que la capacité d'accueil, que certains autres peuvent même être radiés en cas de problème. C'est notamment le cas de ce monsieur qui hébergeait Christelle à Hawaï et qui a renvoyé toutes ces étudiantes, qui les a mises à la porte au milieu de la nuit. EF nous a également précisé que 17 étudiants par classe est un maximum selon ses standards. Voilà donc pour la prise de position officielle d'EF. Mais Valérie, quand même, quand on voit le reportage que vous avez fait, ce n'est pas très rassurant. Alors à quoi est-ce qu'on doit être attentif en tant que parent au moment d'envoyer son enfant en séjour à l'étranger, d'autant que ce sont souvent des jeunes qui partent dans ces séjours linguistiques? Oui, bien justement, ça commence par bien réfléchir à l'âge à laquelle on envoie son enfant en séjour linguistique. En dessous de 15 ans, selon l'Ombudsman suisse du tourisme, cela n'est pas vraiment une bonne idée. En revanche, dès 15-16 ans, cela devient intéressant, pour autant que le séjour soit adapté et l'encadrement suffisant. 19 ans lui semble l'âge idéal pour profiter complètement de cette expérience linguistique, mais aussi culturelle. Il faut évidemment bien se renseigner sur le lieu de destination choisi, sur l'école, les références du corps enseignant, sur les conditions d'accueil. C'est une bonne idée d'aller décortiquer les commentaires publiés sur les réseaux sociaux en triant évidemment ces vidéos un peu trop roses postées par les étudiants en échange de récompenses, comme on l'a vu dans le reportage. Et finalement, un dernier conseil, ne pas se précipiter quand on nous propose de signer un contrat pour envoyer son enfant en séjour linguistique, même si l'interlocuteur est insistant, ce qui est souvent le cas dans ce domaine. Merci beaucoup pour ces conseils tout à fait précieux, Valérie. Très bonne soirée. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous trouverez les conseils détaillés de l'Ombudsman des voyages sur notre site abe.ch ou sur notre page Facebook. Et le logement, on l'a vu, donc, est un point critique. Alors, comment les écoles choisissent-elles réellement les familles d'accueil qui vont vous recevoir, vous ou votre enfant ? Notre correspondant à Londres a fait le test en se portant candidat à l'accueil. Résultat, des lacunes béantes au niveau des contrôles. Clément Burguet. Des monuments époustouflants, une multitude de bars et de restaurants et bien entendu un accent qui fait rêver. Londres a tout pour attirer des jeunes qui veulent apprendre l'anglais. Du coup ici, on trouve des écoles de langue aux quatre coins de la ville. L'industrie a atteint des proportions délirantes dans le pays. On estime qu'environ 600 000 personnes viennent étudier l'anglais chaque année au Royaume-Uni. Et pour loger ces étudiants, les écoles font appel à des familles d'accueil, des gens comme vous et moi qui se font payer pour héberger des élèves. Comment est-ce que les écoles sélectionnent-elles les participants? Viennent-elles vérifier les conditions d'habitation et demandent-elles un casier judiciaire? Eh bien, pour le savoir, je me suis porté volontaire. Voici où j'habite, un quartier juste en dehors du centre de Londres, typiquement anglais. Et ça, c'est chez moi. Par contre, j'ai un problème ici, il n'y a que 2 chambres. Une pour ma femme et moi, et l'autre pour ma fille. Du coup, je vais devoir mettre en location une chambre qui n'existe pas. Ma solution, chercher sur Airbnb des photos d'une chambre qui pourrait accueillir un étudiant. Je suis allé sur Airbnb, j'ai trouvé des photos de cette chambre, une chambre grise assez quelconque, et je vais envoyer cette photo à plusieurs écoles, et on va voir qui mord l'hameçon. Et maintenant, il est temps de postuler. Premier constat, certaines écoles comme EF organisent les cours et le logement eux-mêmes, tandis que d'autres, comme Boa Lingua et Linguista, collaborent avec des écoles basées à Londres qui externalisent le logement et la sélection des familles d'accueil à d'autres sociétés. Après quelques emails et des coups de fil, me voici candidat auprès de 3 écoles, EF et les partenaires à Londres de Boa Lingua et Linguista. Avant de me lancer dans le grand bain, j'ai décidé de demander à une ancienne hôte comment c'est d'accueillir des étudiants, et surtout, si les écoles en prenaient soin. Et pour la rencontrer, il faut sortir de Londres. Mon objectif, savoir si les contrôles sont rigoureux et quels documents sont exigés par les écoles. Hello, I'm Dawn. Bonjour Dawn, moi c'est Clément. Cette travailleuse dans le milieu de la santé a accueilli des étudiants pour l'école EF à Brighton.
Quand elle a montré la chambre qu'elle s'apprêtait à louer à l'inspecteur de l'école venu voir son logement, son comportement l'a choquée. La chambre était vide. Il est arrivé, il a dit « Ouais, c'est très bien ». Et je lui ai dit que je pensais mettre 2 lits. Et il a dit « Non, vous mettez un lit superposé ici et un autre lit ici ». Et voilà, c'était fini. Il n'a jamais vu la chambre avec les meubles. J'aurais pu en faire ce que je voulais. Son aventure avec EF a duré 3 ans. Durant ce laps de temps, l'école n'a procédé à aucun contrôle. Je leur ai spécifiquement demandé s'ils voulaient vérifier si j'avais un casier judiciaire. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de le faire. Les gens qui venaient chez moi avaient parfois 13 ans. Ils ont eu de la chance que je sois quelqu'un de bien. Ils ne m'ont pas posé de questions sur mon expérience, sur ma vie, ni d'autres personnes qui pourraient venir chez moi. Pour elle, envoyer son enfant dans ces conditions est un pari risqué. En tant que parent, vous ne voudriez probablement pas avoir un inconnu qui vient vers votre enfant et qui dit « Hey, j'ai un endroit où tu peux venir habiter si tu veux ». C'était ce qui se passait. Ça me paraissait vraiment dangereux. Les résultats de mes postulations ne tardent pas à tomber. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la première fois qu'un inspecteur vient regarder ma maison. L'école en question est EF. L'idée est de filmer la visite le plus discrètement possible. Bonjour. L'inspectrice arrive et la première chose dont elle me parle, c'est de l'argent. Si vous avez 2 personnes dans une chambre, ça vous fait 90 francs par étudiant par semaine. Oui, c'est ça, 90 francs. Et c'est pour le logement ou ça inclut aussi la nourriture? Ça inclut la nourriture. Je le fais moi-même. Pour la semaine, je compte 22 francs pour 2 étudiants. Avec les jeunes, ils veulent seulement quelque chose à manger. Ils ne veulent rien de luxueux. Je leur donne des frites, des bâtonnets de poisson aussi, des haricots, une pizza ou du pain à l'ail, tout ce que je peux trouver. Donc en moyenne, un budget de 70 centimes par repas. Une somme microscopique, même pour les supermarchés les moins chers d'Angleterre. L'inspectrice demande un document qui prouve mon identité et veut vérifier si j'ai un casier judiciaire. Une démarche judicieuse pour voir si un autre est problématique. Par contre, bémol, elle ne demande pas à voir le casier judiciaire des autres membres du foyer. Et quand je monte la chambre de ma fille et que j'explique que je pourrais la reconvertir en logement étudiant, l'inspectrice est satisfaite. Ça, c'est la chambre. Combien de personnes on peut mettre ici? 2. C'est dommage parce que vous pourriez mettre un lit superposé et un lit simple, mais je ne pense pas que l'école acceptera. Donc oui, 2 lits simples ici, ce serait parfait. Vous voulez voir les photos de la chambre quand elle sera aménagée ou ça ira? Si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Autre visite, la société qui fournit des logements pour Boalingua à Londres. Ici, l'inspection ne se fait pas en personne, mais avec un appel vidéo. Voici la chambre. La chambre que je montre à l'inspecteur est celle de ma fille. Et elle n'a rien à voir avec la photo que j'avais trouvée sur Airbnb et que je lui ai envoyée, ce qui ne lui cause aucun problème. L'inspecteur exige de voir une copie de mon passeport et une facture qui prouve mon adresse et veut vérifier mon casier judiciaire si j'accueille des mineurs. Peu de temps après, je reçois un contrat pour louer une chambre qui n'a rien à voir avec celle qui se trouve dans mon appartement. La rémunération est d'environ 200 francs par semaine, soit le double de la somme proposée par EF, mais le budget alloué au repas reste minime. 35 francs par semaine pour 2 repas par jour. La cerise sur le gâteau, le partenaire de Linguista à Londres. Après un rapide coup de fil avec un de leurs agents, je reçois une offre pour héberger des étudiants. La rémunération est de 190 francs par semaine, mais là n'est pas le problème. Voici le contrat. On m'a proposé d'accueillir une étudiante japonaise de 17 ans. Et le problème, c'est qu'aucune vérification n'a été faite. Personne n'est venu vérifier mon casier judiciaire, personne n'est venu visiter mon appartement et personne n'est venu voir si la chambre que je louais existait vraiment. Conclusion, un budget nourriture désuet et des contrôles souvent laxistes qui peuvent créer bien des problèmes pour les étudiants romans au Royaume-Uni. Pour cette experte de la sécurité des enfants dans les écoles, ces établissements devraient systématiquement faire une inspection en personne des familles d'accueil. Elles doivent venir voir les maisons et regarder.
Qui d'autre vit ici? Quelle est la dynamique dans le foyer? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé et la sécurité de l'étudiant? On parle du bien-être et de la sécurité d'un enfant. Il faut faire ces contrôles comme s'il s'agissait de son propre enfant. Pour envoyer ses enfants étudier en toute sécurité dans un autre pays, elle recommande aux parents de demander aux écoles de décrire leur processus de vérification et de confirmer si des inspecteurs indépendants contrôlent les familles d'accueil. Une organisation indépendante devrait faire toutes les vérifications et demander les casiers judiciaires. Vous dépenserez certes plus d'argent pour envoyer votre enfant dans un établissement qui suit cette procédure, mais vous ne pouvez pas jouer avec le bien-être et la sécurité de votre enfant. Des contrôles qui peuvent améliorer la qualité des logements et qui surtout pourraient prévenir des dérapages beaucoup plus graves. Bonsoir Claudio Cesarano. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Berne. Vous êtes le directeur de Linguista. C'est donc pour une des écoles avec lesquelles vous travaillez que notre correspondant a reçu un contrat d'hébergement pour une étudiante mineure sans le moindre contrôle. Comment est-ce que c'est possible ? Bon, ça me choque, je dois dire. En général, ça, c'est pas du tout possible parce qu'il y a des lois aussi, surtout en Angleterre, surtout pour des mineurs. Alors, ça, c'est la loi. Il n'y a pas de choix qu'on peut essayer de le faire. Alors là, ça, c'est une chose très, très grave. Alors, ça me choque. Alors, vous dites que cela vous choque, mais dans ces conditions, comment est-ce que vous pouvez garantir le confort, voire même la sécurité des étudiants que vous envoyez à l'étranger ? Oui, il y a deux choses. Il y a les mineurs, alors les moins de 18 ans, et il y a les adultes. Bon, à la fin, c'est toujours la même chose. Il faut garantir toujours un bon hébergement, soit moins de 18 ou plus de 18 ans. Mais surtout, moins de 18 ans, c'est une chose que ça doit être contrôlé par les écoles. Nous, on travaille, la plupart de notre école, on travaille directement avec l'école, que l'école va directement à choisir les familles d'accueil. Mais très concrètement, comment est-ce que vous faites? Là, on était dans le cas d'une école avec laquelle vous travaillez en Angleterre. Comment est-ce que vous faites, vous, depuis la Suisse, pour vérifier, vous assurer de ne pas avoir de problème avec les familles d'accueil? Nous, on compte sur les écoles, on doit dire. On compte sur les écoles qui soient aux membres de English UK, que c'est une association, ou aussi British Council, que c'est il faut s'accréditer comme compagnie. Alors, Host International, qu'on parle avec ici dans cette que vous avez montré, ils sont accrédités aussi par le gouvernement. Alors là, pour nous, je dois dire que ça, moi, je trouve ça très, très difficile de le faire. Le problème, c'est que nous, on travaille en Angleterre avec environ 45 écoles. Et toutes ces écoles, ils ont entre 40 et 120 familles d'accueil que eux, ils doivent contrôler. Alors nous, on doit choisir les écoles partenaires qui contrôlent, qui ont la qualité. Et là, je dois dire qu'il faut bien... C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Alors oui, parce que visiblement, les contrôles et les lois que vous évoquez ne sont pas suffisants. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour éviter ce genre de situation? Quelles mesures? Bon, les mesures, ça va être qu'on doit vraiment contacter tous nos écoles partenaires qu'on travaille avec. Moi, je vais aussi personnellement, parce que je connais aussi les gens de les associations d'English UK et des British Council, parce qu'à la fin, ils sont aussi ceux qui accréditent des agences aussi qui font ça, parce que là, c'est pas possible. En plus, je dois dire qu'à ce moment-là, il y a un grand problème de staff, des familles d'hôtes. Après la pandémie, il y a beaucoup de familles d'hôtes qui veulent qu'il y a des étudiants chez eux. Alors ça, je comprends qu'il y a on doit dire qu'il y a un peu un problème d'avoir des familles d'accueil, mais quand même, c'est la sécurité, surtout des mineurs. Alors là, il faut vraiment faire un security check de tous, parce qu'en Angleterre, il y a le DBS. Merci beaucoup, Claudio Cesarano, je dois vous couper, je suis désolée. Merci beaucoup pour vos réponses. On espère en tout cas que vos contrôles, vos mesures seront efficaces. Bonne soirée à vous. Bon, merci d'avoir, merci. Et précisons encore que Boalingua, école pour laquelle il n'y avait eu qu'une visite virtuelle de l'appartement, nous écrit ceci: le cas ne correspond pas aux exigences que nous posons à nos écoles partenaires. Nous allons immédiatement enquêter sur ce point. Et
Et au-delà des questions d'hébergement, l'objectif d'un cours de langue, eh bien, c'est souvent d'obtenir un certificat. TOEFL, Cambridge, Goethe pour l'allemand, ces papiers sont indispensables pour accéder à certaines formations ou à certains emplois. Explication. Envie d'aller étudier à New York ou travailler à Berlin? Il vous faudra avant tout prouver votre niveau linguistique. Une échelle internationale a été établie pour toutes les langues. A1, c'est le niveau débutant, comme Céline Dion, tout au début de sa carrière. My dream is to be international star. A2, on l'appelle le niveau de survie. B1, le niveau intermédiaire. B2 avancé, c'est le niveau qu'atteignent ceux qui décrochent leur maturité du collège ou du gymnase, quand on peut répondre à une interview comme Omar Sy. Walking on the street, it's easy and natural. And for a guy like Samba, it's really difficult, and he can leave his house and maybe never coming back. C1, lorsque l'on est autonome et avancé, le niveau exigé pour suivre des cours à l'université, comme notre stade national. Yeah, it's going to be interesting. As I say, I think I'm feeling great physically and tennis-wise. I think I'm playing really good, so I see my chance there. C2, lorsque l'on est totalement bilingue. Pour attester officiellement de son niveau, il faut passer un examen et il y a de nombreux tests proposés. En anglais, le plus fréquent est le TOEFL. 30 millions de personnes le passent chaque année à travers le monde. 5 millions optent pour le Cambridge, 3 millions pour le IELTS. Swiss Exam propose tous ces tests et en fait passer 20 000 chaque année en Suisse. Les candidats à l'université doivent vérifier quels sont les tests exigés par l'université à laquelle ils souhaitent s'inscrire. Par exemple, toutes les universités du Grande-Bretagne acceptent actuellement IELTS et le Cambridge Advanced. Et par exemple, aux États-Unis, la plupart acceptent IELTS et le TOEFL. Si je veux aller étudier ou travailler en Allemagne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme certificat? Alors, le certificat très reconnu est le certificat du Goethe. C'est le certificat plus prestigieux et aussi très reconnu en Suisse, mais aussi au niveau mondial, parce que c'est le certificat avec le plus haut niveau de fiabilité et de qualité. Ces tests coûtent entre 250 et 450 francs. Le Cambridge pour l'anglais et le Goethe pour l'allemand sont valables à vie, alors que les autres certifications ne sont valables que 2 ans. Avec toutes ces explications, devinez quel est le niveau d'allemand de Guy Parmelin? Manchmal einigen sind, wie soll ich sagen, auf Französisch timid reserviert, aber sobald dass wir die Diskussion engagieren, das geht ganz einfach. Réponse: début du niveau B2. B2, mais avec un accent et un style inimitable. En tout cas, il y en a un qui n'est pas prêt de payer pour des cours de langue. C'est notre chroniqueur Benjamin Descoster que l'on retrouve sur les bancs de l'école. Les cours de langue, il y a un peu de tout. La preuve, c'est que l'autre jour, j'ai cherché cours de langue sur Internet, puis on m'a proposé une offre à 5 francs de l'heure pour apprendre le langue. Ouais, je pense que c'est des tarifs évolutifs. Pour apprendre sans les fautes, c'est 10 balles de l'heure. Il y a beaucoup de concurrence. Du coup, les écoles sont prêtes à inventer n'importe quoi pour vous convaincre. Il y a des écoles qui organisent des rencontres entre élèves. Tu payes pour discuter avec d'autres élèves qui apprennent la langue. Tu payes pour discuter avec des gens. Il n'y a pas de prof. C'est plus un cours, c'est un groupe de parole. Les arnaqués anonymes. The Anonymes Arnaqueds. Non, puis le grand argument des écoles, c'est l'avantage que ça offre professionnellement. Comme quoi, si tu parles plein de langues, tu peux travailler dans des grandes entreprises avec un environnement international. Mais le gars qui dit ça est prof d'anglais à la Chaux-de-Fonds, tu doutes un petit peu. Même pour travailler en Suisse romande, c'est pas nécessaire. Dans les offres d'emploi, ils demandent l'allemand. Mais c'est pour la forme. De toute façon, il y a personne qui le parle assez bien pour contrôler. Et sinon, il y a les séjours linguistiques à l'étranger. Généralement, c'est les ados qui font ça. Bon, là, je suis un petit peu dubitatif. Non, parce que c'est pas facile de pratiquer une langue quand la tienne est dans la bouche de quelqu'un d'autre. Comment on dit MST déjà en anglais? Après, c'est bien de s'immerger dans une culture pour saisir toutes les subtilités de la langue. Par exemple, en russe, on dit pas guerre,
on dit opération spéciale. En jurassien, on dit pas ça va, on dit Damascène. Et en langue des signes, on dit pas. Le problème des séjours linguistiques, c'est qu'on est un peu biaisé par la destination. Parce que c'est plus sexy d'aller apprendre l'espagnol au Costa Rica que l'allemand au fin fond du Tyrol. Ou encore pire, à Ouri. Alors que ce serait plus utile d'aller en Suisse allemande. Ah bah oui, pour enfin réussir à se comprendre en tant que peuple, même si on a un point commun avec les Suisses allemands. On déteste parler l'allemand. Tant pis. De toute façon, Ouktaï, tu finis par parler anglais. Et pour l'anglais, les cours de langue, c'est bien. Mais moi, j'ai appris plein de trucs grâce au film. Du coup, je sais dire des trucs assez spécifiques, comme This is Sparta! I'm the king of the world! But we can't do that! You're my stepbrother! Alors, c'est bien beau tout ça, hein. Mais est-ce que, au lieu de vouloir absolument parler des langues, on ferait pas mieux d'apprendre à écouter? Ouais. Je suis pas sûr, hein. Et un petit peu de suisse allemand, ça, c'est de l'exotisme sans même voyager. Bonsoir Elisa Cacharo. Bonsoir. Alors avec vous, on va y aller en français pour parler d'actualité conso, bien sûr. Et ce soir, vous nous avez amené tout un tas de pain au chocolat achetés chez Lidl. Oui, alors ils coûtent 99 centimes chacun. C'est une particularité chez Lidl. Le prix est affiché au centime près. J'imagine que vous avez déjà vu leur publicité. Actuel chez Lidl. Parure de lit en satin à partir de 19,99 €. Pyjama pour femme ou homme pour seulement 7,99 €. Ouais, il aurait fallu hiberner pendant les dernières années, effectivement, pour échapper à cette publicité. Ouais. Et leur politique va plus loin parce qu'ils arrondissent toujours le montant total aux 5 centimes inférieurs, ce qui fait que si vous achetez un seul pain au chocolat, ça vous reviendra à 95 centimes au lieu de 99. Ouais, d'ailleurs, on le voit là sur le ticket, hein, moins 4 centimes. Voilà, donc ce qui m'a embêté avec cette politique, c'est qu'en achetant ces 5 pains au chocolat, j'ai pas pu bénéficier du rabais. Je m'explique. En multipliant 5 fois 99 centimes, on arrive à 4 francs 95, donc un multiple de 5, donc pas de rabais. Alors que si j'avais acheté séparément mes pains au chocolat, j'aurais payé 5 fois 95 centimes et là, j'aurais pu économiser 20 centimes. Oui, alors la démonstration mathématique est implacable. Enfin, il faut encore vouloir les acheter à l'unité avec tous les gens qui font la file derrière à la caisse. Oui, effectivement, Lidl m'a confirmé que cette pratique ne semblait pas très usitée au quotidien. Mais tout ça m'a quand même interrogée sur un point. Puisque la plupart des paiements se font par voie numérique aujourd'hui, pourquoi ne pas facturer au centime près ? Alors, première chose à dire, déjà, c'est légal et c'est possible, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'agenda des grands commerces. L'ombudsman des banques a d'ailleurs statué là-dessus parce qu'un client se demandait si son émetteur de carte de crédit ne s'enrichissait pas sur son dos avec ses arrondis. Et l'ombudsman a estimé que les arrondis vers le haut et vers le bas finissaient par s'équilibrer sur le long terme. Bon, bien, tant mieux, comme ça, on est quitte d'aller acheter nos pains au chocolat un par un dans le magasin. On va parler maintenant de vélos électriques avec les dernières statistiques du Bureau de prévention des accidents, le BPA, statistiques qui sont assez alarmantes. Oui, alors le succès des vélos électriques se confirme. On a compté l'année dernière une augmentation de 17% et le nombre de blessés a lui aussi augmenté, mais de 25%. Au niveau des blessés graves à vélo électrique, ça représente quand même plus de 500 personnes, dont la grande majorité a plus de 45 ans. Quant aux accidents mortels, les 2/3 ont frappé des personnes de plus de 65 ans. Mais selon le BPA, il y a des techniques qui peuvent sauver la vie. On écoute les conseils de Lucien Combat. De manière générale, il y a une attitude qu'on recommande, c'est d'appliquer une conduite défensive, c'est-à-dire se méfier surtout des intersections, d'anticiper et d'être conscient que les autres usagers vont peut-être faire une erreur. Et donc de se préparer aussi à freiner au besoin. De prendre en compte aussi le fait qu'on a une distance d'arrêt qui est plus élevée qu'un vélo normal. C'est vrai que si on a le téléphone dans une main, c'est beaucoup plus compliqué à faire un freinage d'urgence, donc il faut toujours être prêt et être attentif. Après, il y a le casque obligatoire pour les vélos électriques rapides, fortement recommandé pour tous les vélos parce que c'est un moyen vraiment qui permet de réduire la gravité des blessures. Et puis un autre point qui est obligatoire maintenant depuis avril 2022 pour les vélos électriques qui soient rapides ou lents, c'est les phares allumés de jour. Avec ça, on recommande aussi en complément le port d'un gilet pour être perçu assez rapidement parce qu'on sait que dans les cas de collision notamment, un des éléments qui ressort souvent, c'est qu'on n'a pas vu. Et donc là, le gilet et les phares apportent vraiment une différence. Après, il restera toujours la maîtrise de son véhicule, donc qui est évoquée par les victimes elles-mêmes, qui disent voilà, j'ai dû freiner, j'ai bloqué ma roue avant. Voilà, donc là vraiment l'entraînement peut aider. Mais donc ça, c'est vrai qu'au moment de l'achat, si on a la possibilité, prendre l'option de l'ABS, c'est aussi une mesure de prévention, un gage de sécurité, exactement.
L'ABS, système de freinage donc similaire à celui qu'on connaît pour les automobiles depuis longtemps. Alors là, on a parlé prévention. Il y a évidemment également des sanctions avec des amendes qui sanctionnent ceux qui font des infractions dangereuses. Oui, alors difficile de trouver des statistiques là-dessus, mais je peux vous dire que l'amende d'ordre la plus répandue à Genève, à Neuchâtel et à Fribourg, c'est le fait de passer au feu rouge. À Lausanne, c'est de rouler sur le trottoir. Et puis en général, il y a aussi le fait de circuler dans des zones malgré l'interdiction ou bien aussi l'absence d'éclairage pendant la nuit. Et les amendes pour ces infractions, alors ça va chercher dans les combien? Alors l'amende la plus chère, elle concerne les vélos électriques rapides, ceux dont le moteur permet d'atteindre 45 km/h. Et elle est donc de 120 francs si on n'a pas assuré son vélo, donc qu'on roule sans plaque. Pour le feu rouge, c'est 60 francs, peu importe la catégorie du vélo. La circulation sur le trottoir, 40 francs et 30 francs si on dépasse la vitesse autorisée. Je vous propose un petit rappel des règles avec notre expert du BPA. On va dire qu'il y a un sentiment d'insécurité de la part des piétons, notamment du fait que les vélos sont sur le trottoir et passent assez proches. Il y a des collisions, c'est pas une part importante des accidents. C'est par contre un symptôme, en fait, le fait que les vélos circulent sur le trottoir, souvent c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Après, on a des cas où on a des surfaces mixtes, on peut avoir des zones piétonnes dans lesquelles on admet les cycles. Oui. Et là, par contre, le cycle n'a pas le droit de rouler plus vite que la vitesse du pas, ce qui est quelque chose de un petit peu indéfini. Un vélo, on n'a pas de compteur, donc on ne sait jamais. Ça, c'est quelque chose aussi qui devrait changer dès l'année prochaine. Exactement. Tous les vélos électriques rapides ont l'obligation d'avoir un compteur de vitesse. On a vu deux choses intéressantes à ce carrefour, c'est que là, c'est le deuxième cycliste qui passe au feu rouge. On a la présence de voies de tram et là, l'angle est vraiment défavorable, donc un risque élevé de chute. Ouais. Et puis là, on a un aménagement cyclable jusqu'ici, et puis là, tout d'un coup, les cyclistes se retrouvent livrés à eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un axe fort où il y a un petit peu ce manque. Donc après, là, maintenant, au niveau de la planification, il y a une nouvelle loi sur les voies cyclables qui fait qu'on va avoir au moins l'obligation pour les collectivités de planifier un réseau de qualité. Ils ont 5 ans pour le faire. Oui, une loi en vigueur depuis le début de l'année, on le précise. Le message maintenant d'un téléspectateur qui a souscrit une garantie de livraison chez Interdiscount lors d'une commande en ligne et qui n'a malheureusement jamais reçu son colis. Oui, alors il s'était acheté une montre connectée pour 490 francs à laquelle il a ajouté 9 francs pour une garantie de livraison. On trouve très souvent cette option sur les sites de commerce en ligne. Malheureusement, son colis aurait été volé après la livraison et donc le magasin a refusé de le rembourser. Mais alors, elle sert à quoi, cette garantie de livraison? Alors, au moment de l'achat, vous avez un cadre qui s'affiche expliquant que la garantie couvre seulement les dommages et les pertes liées au transport qui surviennent effectivement pendant le transport. Notre téléspectateur a donc dû faire appel à son assurance ménage qui est entrée en matière. Oui, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Le vendeur et puis le livreur ne sont pas responsables s'il y a un vol de la marchandise dans la boîte aux lettres. Dans ce cas-là, eh bien, il vaut mieux porter plainte et puis contacter son assurance ménage. Oui, donc c'est bien ce qui a agacé notre téléspectateur qui en est arrivé à la conclusion que cette garantie de livraison, eh bien, elle ne sert à rien. Son de cloche comparable à la FRC pour qui l'utilité de la garantie de transport n'est pas flagrante, d'autant que dans les conditions générales de vente d'Interdiscount, une clause prévoit la possibilité d'annoncer les défauts du produit livré dans un délai de 5 jours, ce qui ouvre la voie aux prétentions des consommateurs. À noter que la Poste offre aussi une prise en charge si elle est responsable des dégâts ou de la perte du colis. Ouais, donc l'utilité de cette garantie, effectivement, n'est pas démontrée. Et on va terminer avec une bonne nouvelle, Elisa. On revient sur le cas d'un téléspectateur dont vous nous parliez la semaine dernière, qui attendait depuis une année un remboursement de la part d'Air France. Oui, eh bien, figurez-vous que le lendemain de l'émission, il a reçu sur son compte en banque plus de 1800 francs. On espère que la compagnie continuera sur sa lancée parce qu'on a déjà reçu un autre message de téléspectateur qui attend aussi un remboursement. Espérons effectivement des centimes, des amendes, un vol et des vols. C'était votre regard sur l'actualité conso. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Très bonne soirée.